Et bonjour à toutes et à tous et merci une fois de plus de m'inviter dans vos webinaires qui proposent des échanges fort intéressants. Donc je parlerai au nom de la Via Campesina Europe et effectivement je développerai un peu un certain nombre de points qui sont dans ce document qu'on a publié avant-hier sur l'application des droits des paysans concernant les semences dans le droit européen. Christophe a présenté l'UNDROP, la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, qui est un objectif à atteindre, mais pour atteindre un objectif, il faut savoir quel chemin on prend, quel est le meilleur chemin pour atteindre. Et pour définir ce chemin, c'est peut-être d'abord nécessaire de savoir d'où on vient et de savoir où on se trouve. À partir de là, dans un troisième temps, je développerai ce chemin et donc les propositions de la Via Campesina pour intégrer les droits des paysans dans la juridiction européenne. D'où on vient, la première étape dans le système juridique international est certainement en 1983 l'engagement international sur les ressources phytogénétiques qui a vu naître le concept de semences comme patrimoine commun de l'humanité, qui n'est pas du tout un slogan issu des revendications des paysans ou de la société civile, mais qui est issu du besoin de l'industrie d'accéder à sa ressource, sa seule ressource industrielle, qui est constituée par les semences paysannes qui ont été collectées dans tous les champs des paysans du monde et conservées dans des banques de germoplasme. L'objectif de cet engagement, c'est très clair, c'est intensifier les collectes, sécuriser la conservation, le libre accès aux ressources phytogénétiques pour la recherche, la sélection et la conservation, pas pour l'utilisation par les paysans. Soutenir la distribution des semences améliorées par l'industrie, c'est un autre objectif. Et dans cet premier engagement international, on ne retrouve rien sur les droits des paysans, rien sur la conservation à la ferme. Dans les années qui ont suivi, dans la décennie des années 80, sont apparus les premiers brevets sur des caractères génétiques contenus dans les semences. Et en réaction à l'apparition de ces premiers brevets, une étape a été en 1989, une résolution de la FAO, la résolution 589, sur les droits des agriculteurs. Donc le concept des droits des agriculteurs est apparu dans l'espace juridique international à ce moment-là. Mais ces droits ne sont pas définis dans cette résolution, en dehors peut-être du droit des paysans à accéder aux ressources phytogénétiques. Et ils sont accompagnés d'une revendication forte des pays en voie de développement qui voyaient des profits sur leurs ressources génétiques se concentrer dans les pays du Nord détenteurs qui abritent les entreprises détentrices de brevets. Donc, ils opposaient à la notion de patrimoine commun, pour la première fois, la notion de souveraineté nationale. En 91, on a une étape supplémentaire qui est importante pour comprendre la situation actuelle. C'est l'adoption de la convention de l'UPOF de 91 qui supprime les droits des paysans sur leurs semences de ferme et qui généralise aussi ce qu'on appelle les droits UPOF, les lois UPOF, lois qui assurent pour l'accès au marché un monopole absolu des semences industrielles, distinctes, homogènes et stables. Donc ça, je ne reviens pas dessus, c'est une notion qui est largement connue. L'étape suivante a été la remise en cause du patrimoine commun de l'humanité par
la Convention sur la diversité biologique, qui a remplacé l'accès libre aux semences conservées dans les banques de gènes par le consentement préalable éclairé et le partage des avantages, et qui a reconnu la souveraineté nationale sur les ressources phytogénétiques. Alors, la CBD, évidemment, n'a pas convenu à l'industrie semencière qui se trouvait très limitée dans l'accès à ces semences. Enfin, elle n'était pas applicable immédiatement, donc ils avaient le temps de réagir, puisqu'elle n'était applicable que aux semences qui seraient collectées dans le futur et pas celles qui avaient déjà été collectées. L'étape suivante, ça a été en 96 au sein de la FAO, toujours la déclaration de l'AU6, qui, pour la première fois, reconnaît l'importance de la contribution des paysans pour la conservation et l'amélioration des ressources phytogénétiques, contribution passée et actuelle et future. Donc ça, c'est important, ce sont des principes importants. Dans les préoccupations principales de cette convention, c'est toujours la même chose, la collecte, la conservation et faciliter l'accès pour la recherche, la sélection et la conservation. Soutien au programme d'amélioration, donc c'est pour l'industrie. Et un élément nouveau, reconnaissance des brevets et autres droits de protection intellectuelle sur les semences, mais aussi reconnaissance des connaissances traditionnelles. Donc voilà les concepts qui s'empilent les uns les autres dans ce travail juridique international. Par contre, cette déclaration est accompagnée du premier plan mondial d'action pour les ressources phytogénétiques, qui lui demande. Oui, excusez-moi, j'entends de l'anglais dans mon casque. Qui lui reconnaît clairement que de nombreux gouvernements s'efforcent de concrétiser les droits des agriculteurs dans le cadre de leur législation nationale. Ce qui est une étape de plus dans les négociations qui reposent sur des rapports de force, hein, pas uniquement sur des discussions de salon, vers une reconnaissance des droits des agriculteurs. L'étape suivante, Christophe l'a évoqué, c'est d'abord l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques en 2001 par l'ONU, qui lui a été adopté par l'Union européenne, et ça c'est important pour nous, en 2004, mais il n'a pas été ratifié par l'Union européenne. Donc il y a une différence entre ratification, qui est un engagement à respecter, et l'adoption, qui est beaucoup plus souple. Par contre, la majorité des pays de l'Union européenne l'ont ratifié. Et ce traité est entré en vigueur en 2005. Et en fait, il rétablit le patrimoine commun, toujours dit de l'humanité, mais enfin moi je le qualifie de patrimoine commun des semenciers, mais par contre l'accès à ce patrimoine est nommé accès facilité, parce que théoriquement, il est conditionné à un partage des avantages et à une interdiction des brevets sur les semences qui sont distribuées dans le cadre de ce système, sur les semences, mais aussi leurs parties et leurs composantes génétiques. C'est important. Mais uniquement une interdiction des brevets qui limite l'accès pour la recherche, la sélection, la conservation, et non pas l'accès pour la culture agricole. Donc ça ne protège pas du tout les droits des paysans. Mais il y a eu une monnaie d'échange à cet accès facilité, à ce retour au patrimoine commun des semenciers, qui a été la reconnaissance formelle dans le préambule et à l'article 9 des droits des paysans, avec la réserve qu'a souligné Christophe, sous réserve des lois nationales. Et sur les 140 pays qui sont membres du traité, une cinquantaine sont membres aussi de l'UPOF, et ces 50 pays refusent
de reconnaître le caractère contraignant de l'article 9, donc des droits des agriculteurs. C'est-à-dire que tous nos pays européens ont ratifié ce traité, donc se sont engagés à appliquer l'article 9, mais ils disent que nos lois nationales nous permettent de ne pas l'appliquer. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation par rapport au traité. Où c'est qu'on en est depuis? Il faut souligner des éléments importants qui sont apparus dans la décennie 2010, avec essentiellement le développement des biotechnologies et des biotechnologies numériques, et notamment le fait que, je me suis déjà exprimé ici sur ce sujet, qu'aujourd'hui, les informations numériques, appelées informations séquentielles numériques dans le langage juridique international, pour les multinationales, remplacent les ressources génétiques physiques, c'est-à-dire que ces multinationales ne sélectionnent plus à partir de graines physiques qui vont croiser, qui vont génétiquement manipuler, mais d'abord à partir des informations numériques sur les séquences génétiques qu'elles contiennent, et que donc l'accès à l'information sur ces séquences génétiques remplace désormais pour ces multinationales l'accès physique aux collections de ressources génétiques. Donc ces multinationales n'ont plus besoin ni du traité, ni de tout ce système multilatéral d'échange de semences. Elles ont dans leur propre collection suffisamment de graines et avec les algorithmes de leur ordinateur, elles peuvent modéliser les manipulations génétiques qu'elles doivent faire pour obtenir de nouvelles semences. L'autre élément important, et qui est apparu d'ailleurs en 1998 dans la législation européenne, c'est la reconnaissance des brevets sur ces informations génétiques et surtout l'extension de la portée de ces brevets sur ces informations génétiques à tout organisme, et pour ce qui nous concerne, à toute semence, qui contient l'information génétique et qui exprime sa fonction, y compris ce qu'on appelle les semences natives, c'est-à-dire celles qui ne sont pas issues de l'invention biotechnologique qui a permis la reconnaissance du brevet, mais qui existaient auparavant et qui sont déjà dans nos champs. Et donc, cette évolution permet à ces multinationales de s'approprier en quelques années la totalité des ressources génétiques qui existent sur la planète, y compris celles qui sont dans les champs des paysans. Et donc ça renverse complètement tout le système juridique qu'on avait construit auparavant. Un frein à cette généralisation de la biopiraterie existe en Europe et dans les pays qui ont des lois sur les organismes génétiquement modifiés, dans la mesure où les brevets sur les informations génétiques sont déposés essentiellement sur des semences génétiquement modifiées, et ces lois sur les organismes génétiquement modifiés rendent obligatoire d'indiquer le procédé qui permet de distinguer l'OGM breveté de tout autre organisme, donc de toute autre semence. Donc à partir de là, ça limite, tant que cette réglementation existe, ça limite l'extension de la portée d'un brevet sur une information génétique à nos semences paysannes, aux semences traditionnelles, aux semences natives, puisqu'on peut les distinguer, puisque le détenteur du brevet est obligé d'indiquer le procédé pour faire cette distinction. Par contre, la Commission européenne a clairement dit qu'elle voulait modifier cette réglementation. Et quand on voit les projets qui sont aujourd'hui développés, on voit bien que cette obligation va disparaître et que donc, à ce moment-là, nous serons en Europe dans la même situation que les paysans d'Amérique du Nord ou de nombreux autres pays où il n'y a pas de réglementation de ce type sur les organismes génétiquement modifiés. Et je ne reviendrai pas
sur ce qu'a largement développé Christophe, qui est l'adoption en 2018 de la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, qui certes est une déclaration non contraignante, mais qui a une forte valeur politique, notamment dans la hiérarchie des droits, à laquelle on peut se référer. Donc, à partir de là, quel chemin prendre? Quelle est la stratégie que propose Via Campesina Europe pour appliquer ces droits des paysans en Europe? Elle repose sur 2 piliers. D'abord, développer les systèmes semenciers paysans pour ne pas être contraint d'utiliser les OGM et les hybrides F1 et toutes les autres semences de l'industrie qui sont les seules disponibles sur le marché. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas d'OGM, il faut développer les systèmes semenciers paysans. Mais ensuite, protéger ces systèmes semenciers paysans, non seulement des contaminations génétiques, mais aussi de la biopiraterie, telle que je viens de la développer. Par contre, nous sommes obligés de reconnaître qu'en Europe, les semences commerciales industrielles sont largement majoritaires. Les semences paysannes, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays en développement, sont très minoritaires en Europe, plus importantes en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest, mais qu'on ne peut pas supprimer du jour au lendemain toutes les semences industrielles et que donc on est obligé de prévoir une coexistence, au moins temporaire, des 2 systèmes semenciers industriels et paysans, si on veut pouvoir continuer à produire de la nourriture. Mais qui dit 2 systèmes semenciers différents, dit nécessairement 2 systèmes juridiques différents. Un système que vous connaissez tous, qui est le système juridique adapté au système semencier industriel, et un système juridique adapté et qui reconnaît les systèmes de semences, les systèmes semenciers paysans, et non pas informels comme de nombreux auteurs les qualifient. Donc, je ne développerai peut-être pas la totalité des demandes de CVC par rapport à ça. Elles sont détaillées donc, dans la publication qu'on vient de sortir il y a 2 jours. Je développerai uniquement 2 points essentiels. C'est que d'abord, le droit à la protection des connaissances, il s'étend au droit à la protection des semences qui sont issues de ces connaissances. Et qui dit protéger nos semences, dit pas d'accès libre à nos semences, mais consentement préalable et éclairé, pouvant être conditionné à une interdiction de revendication de droits de propriété intellectuelle et à une interdiction de manipulation génétique. Et donc, à partir de là, nous disons que seuls les paysans décident quelles semences ils souhaitent mettre sur le marché, échanger largement ou garder au sein de leur communauté et de leur système semencier paysan. Les semences paysannes ne sont pas un patrimoine commun de l'humanité, mais un patrimoine collectif des communautés paysannes qui les font vivre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de revendications qui sont certes sympathiques, j'aurais l'air de tendance à dire sexy, de semences libres ou open source. En fait, c'est le mot d'ordre des semenciers qui défendent les biotech, qui veulent commercialiser librement leurs OGM et accéder librement aux semences paysannes. Donc, il faut faire attention au mot d'ordre qu'on met en avant quand on veut militer pour une amélioration des systèmes juridiques. Il faut faire attention à leur signification juridique. Aujourd'hui, semences libres ou open source, signification juridique, c'est ce que je vous ai dit, c'est OGM libre et accès libre de l'industrie aux semences paysannes. Et le deuxième élément central, c'est que les paysans qui produisent leurs semences pour leur propre usage, qui en échangent et en vendent une partie directement
à d'autres paysans ne doivent pas être considérés comme des opérateurs professionnels au titre de la réglementation concernant les semences commerciales. Nous avions gagné ça dans la précédente proposition de la Commission européenne pour modifier les réglementations de commercialisation des semences en 2013. Il s'agit aujourd'hui de le consolider. Et nous disons que les échanges de semences entre paysans s'inscrivent dans le cadre de l'entraide entre paysans, que cette entraide soit occasionnelle, temporaire ou régulière, échange à titre gratuit ou contre remboursement des frais engagés, sans obligation d'adhésion à une association. Je rajoute ça parce que la Commission européenne a mis ça comme éventualité pour la reconnaissance des échanges entre paysans. Donc, je ne développerai pas les autres points, vous les trouverez dans notre publication. Il y a une partie qui est donc pour définir les systèmes semenciers paysans, une autre partie qui définit le droit des paysans à accéder à une offre commerciale diversifiée et adaptée à la diversité de leurs conditions et de leur mode de culture. On a déjà beaucoup parlé, matériel hétérogène, semences biologiques, mélange de variétés et toutes ces choses-là. Et aussi tout ce qui concerne la non-déréglementation des OGM. Ça, c'est absolument fondamental. Si les OGM sont déréglementés, on sera contaminé. Et en plus, l'industrie pourra s'approprier avec ses brevets toutes nos semences. L'interdiction, évidemment, des brevets sur les semences. Et en ce qui concerne l'UPOF de 91 est absolument inacceptable. L'UPOF de 78, la convention de l'UPOF de 78, n'impose pas la moindre limitation aux semences de ferme. Elle se limite à la production des semences destinées à la commercialisation et à leur commercialisation. Donc, on peut trouver un compromis avec la convention UPOF de 78, mais en aucun cas avec celle de 91. Voilà, je crois que j'arrive au bout de mon temps. Et si on veut un temps d'échange, je détaillerai plus nos propositions. Merci. Thank you, Guy. No was